Bon, bonjour Caroline. Bonjour Laurent. Merci de nous recevoir pour cette journée pour les collègues du département de la Loire. On a structuré ensemble quelques éléments de cette discussion puisque tu pouvais pas nous rejoindre, mais néanmoins avec Daniel Dipoco, on trouvait important que tu puisses dire comment vous avez construit cette formation action PPE que j'ai découverte moi il y a déjà quelques mois ou années. Voilà, donc peut-être la première chose, c'est peut-être que tu puisses te présenter, et puis ensuite, si tu veux enchaîner sur un peu qu'est-ce qui fait que vous en êtes venu là, enfin, à construire une formation action, plutôt que par exemple simplement un document et puis de le diffuser. Enfin, comment s'est construit ce dispositif, de quel constat vous partez, puis les intentions que vous avez en montant ça, et puis nous dire peut-être un peu la façon dont ça se monte. Après, on rentrera dans les détails peut-être des outils que vous avez créés, etc. Mais déjà un peu, qu'est-ce qui vous amène à ça? Puis qui tu es peut-être aussi pour que les collègues le sachent. Bonjour aux collègues de la Loire. Déjà, j'aurais vraiment beaucoup aimé être avec vous, mais en fait, je suis mobilisée sur une journée avec les assistants familiaux sur la formation Action PPE. En fait, le jour où vous vous réunissez, donc je ne pouvais pas vous rejoindre physiquement ni me connecter le jour même. Donc moi, je m'appelle Caroline Dubreil. J'occupe un poste de chef de projet besoins fondamentaux de l'enfant à la direction enfance, famille, jeunesse du département du Nord. Je suis sur ce poste depuis un petit peu moins de 2 ans. Euh, c'est un poste pour lequel ma directrice générale adjointe Anne Devrez est venue me chercher parce que j'avais la particularité d'avoir à la fois une longue expérience professionnelle en tant que psychologue clinicienne en pédopsychiatrie et à la PJJ, et en même temps, ces dernières années, une activité de conseillère technique et de chargée de formation, donc avec le développement aussi de compétences en termes de gestion de projet, d'ingénierie de formation pour les professionnels de terrain. Et voilà, je pense que ça a intéressé Anne qu'on puisse croiser ces deux compétences sur le poste, à la fois des ressources cliniques et la possibilité de s'appuyer, y compris sur de la recherche scientifique récente, et des compétences pour pouvoir structurer des formations actions, des formations recherche et accompagner au plus près possible les professionnels de terrain. Et après, la troisième chose, c'est que du coup, j'ai aussi un parcours de on va dire associatif plutôt, avec des personnes concernées sur des thématiques particulières, principalement les thématiques féministes, mais aussi sur la question de la participation des personnes concernées à l'évaluation des dispositifs qui leur sont proposés. Et du coup, voilà, je pense que l'idée, c'était dans mon poste d'articuler les trois dimensions: la connaissance du terrain et le travail avec les professionnels de terrain, la mobilisation des ressources scientifiques et des publications du monde académique pour s'appuyer sur des savoirs sérieux et consolidés, et la capacité à associer les personnes concernées à ce qu'on fait pour ne plus faire les choses pour les gens, mais essayer le plus possible de faire les choses avec les gens. Voilà pour un peu qui je suis et puis ce qu'il s'agit de faire sur ce poste. Après, comment on en est arrivé à travailler sur le PPE? Parce que le PPE, c'est quand même un peu l'arlésienne en protection de l'enfance. Enfin voilà, on court tous derrière, mais enfin, on sait que les résultats sont quand même pas fabuleux, fabuleux. Donc, comment on en est arrivé au PPE? Bah, d'une manière très surprenante, on est arrivé au PPE par les parents d'enfants placés. C'est-à-dire que moi, je voulais absolument que mes chantiers soient déterminés avec des personnes enfin, qui sont accompagnées par la protection de l'enfance. Donc, assez vite, je suis allée voir une association de parents d'enfants placés sur notre territoire qui s'appelle SOS Petit Prince. Hmm. Et en fait, je voulais créer avec des parents un outil sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Mon idée de départ, c'était de me dire, tiens, je vais aller voir des parents et je vais leur proposer qu'on fabrique ensemble du matériel pour aider des parents qui ont leurs enfants placés à mieux se centrer sur les besoins fondamentaux de leurs enfants et à pouvoir en parler avec les professionnels. Et en fait, le groupe de parents que j'ai rencontré avec cette proposition m'a complètement envoyé le boulet. Et ils m'ont dit, mais vous voulez pas d'abord déjà faire en sorte que dans vos services, les droits soient respectés?
Commencez déjà par faire en sorte que les professionnels de l'ASE fassent les PPE. Et après, nous, peut-être qu'on bossera avec vous sur l'histoire des besoins. Mais nous, on attend voilà, les PPE, on les attend toujours. Donc, à vrai dire, la commande vient plutôt en première intention des parents d'enfants confiés. Et elle a croisé des interpellations de professionnels de terrain, plutôt des interpellations qui venaient de chefs de service de l'aide sociale à l'enfance ou de responsables territoriaux de l'aide sociale à l'enfance qui sont chez nous les cadres qui ont la délégation de signature du président document administratif. Et en fait, il y a deux chefs de service et une responsable territoriale de l'ASE qui m'ont envoyé un mail parce qu'elles avaient fait la formation du CNFPT sur le PPE. Et elle m'interpellait en me disant, ah, dans la formation du CNFPT, on nous a expliqué que c'était bien de faire des entretiens préparatoires au PPE, qu'il fallait pas tout de suite réunir les gens, qu'il fallait donner le temps aux gens de réfléchir. Est-ce que tu pourrais pas travailler sur quelque chose pour nous aider à transformer un peu notre manière de faire? Puisque jusqu'ici, la doctrine départementale chez nous, c'était qu'on avait un document support, une grande trame, qui est sur un A3 qui se pliait en deux, et qu'on réunissait tout le monde autour de ce document pour une réunion assez longue, une réunion qui durait souvent 2 heures, voire plus. Mais on mettait tout le monde en présence d'un coup et il s'agissait de remplir cette trame et puis de la signer et de tomber d'accord sur un plan d'action pour les enfants. Et donc voilà, ces deux chefs de service et cette responsable territoriale m'ont dit, mais tu pourrais pas nous aider les équipes ASE à travailler plus comme le CNFPT nous a proposé avec des entretiens préliminaires. Et du coup, c'est à partir de ces deux interpellations-là que finalement, je me suis retrouvée à travailler sur comment on pouvait mettre en œuvre le projet pour l'enfant. Pour le moment, strictement à l'aide sociale à l'enfance, puisque enfin, le PPE concerne toutes les mesures de protection de l'enfance et toutes les interventions en protection de l'enfance. Mais là, comme la requête partait de parents d'enfants placés et de chefs de service ASE, pour le moment, la centration se fait vraiment chez nous sur le PPE pour les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Très bien. Et du coup, comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu arrives à cette formation action, comment elle se déroule? Tu as fabriqué ou vous avez fabriqué à plusieurs peut-être des outils que toi tu appelles de mentalisation, hein, des outils aussi d'expression. Quand on regarde le dispositif, il est assez complexe et enfin moi je le trouve très intéressant parce que il y a plusieurs cahiers de préparation justement. Il n'y a pas que le document à remplir, mais il y a des préalables qui permettent à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des professionnels ou les personnes concernées, les parents, les enfants, de s'exprimer, de comprendre ce qu'on attend d'eux. Voilà. Donc comment ça s'est construit ou comment tu as composé ces outils-là, ces différents cahiers qui vont être les supports. Et puis peut-être après nous dire la formation action, comment ça se déroule. Enfin, les gens font du terrain, j'imagine, ils ramènent des expériences. Enfin voilà, peut-être. Mais peut-être d'abord sur la fabrication de ce matériel avec les hypothèses qui sont dedans, et puis comment, de quoi ça se compose finalement. Alors, euh, donc si je suis l'ordre de tes questions, euh, effectivement, enfin, autour du PPE stricto sensu, c'est-à-dire Oui. voilà, de l'objet PPE qui devenait donc un sujet central pour moi. La question, c'était de dire avec quoi on va travailler et à partir de quoi on va travailler, puisqu'on avait tous conscience, on a fait un diagnostic, hein, en fait, on a fait un diagnostic qualitatif avec tous les chefs de service ASE du département, qui sont 45. Donc, quand on a fait ce diagnostic qualitatif, on a fait un arbre à problème avec pourquoi est-ce qu'on a si peu de PPE qui sont formalisés et mis en œuvre à l'ASE, avec les causes et les conséquences. Et dans cet arbre à problème, on repérait notamment que la trame qu'on avait là, cette grande feuille A3 pliée en deux, correspondait pas, qu'elle n'était pas centrée sur les besoins fondamentaux de l'enfant, elle n'avait pas une centration sur la protection du développement des enfants, elle était très 2007
pour le coup, c'est-à-dire qu'il y avait un fort accent sur le soutien social à la famille, les questions de logement, les questions économiques pour les parents, les questions d'insertion pour les parents, mais voilà, ça rencontrait plus complètement la culture commune que les professionnels chez nous se sont fortement appropriés via le référentiel d'évaluation en protection de l'enfance du CREAI, Hmm. auquel tous les professionnels PMI, services social polyvalents et ASE ont été formés. Et du coup, voilà, la trame fonctionnait plus. Donc, on savait qu'il allait falloir changer les supports. Et moi, j'avais vu un peu des choses qui se faisaient à l'étranger, comme par exemple le CAB, enfin les cahiers d'analyse des besoins de l'enfant au Québec. Donc, j'avais bien l'intuition que c'était important qu'il y ait du matériel pour tout le monde, parce que je pense que quand on veut susciter de la participation, il faut mettre les personnes à égalité en termes de moyens pour participer. C'est-à-dire que si on a d'un côté un professionnel qui a un référentiel, une trame, un guide d'intervention, des fiches techniques, et de l'autre côté un enfant qui lui n'a rien, on n'est pas à C'est égalité ça. pour susciter la participation. Donc la première idée, c'était ça, c'est-à-dire il faut fabriquer du matériel préparatoire pour tout le monde, pour que tout le monde soit aidé à prendre la parole. Je te coupe le CAB, hein, le cahier d'analyse des besoins de l'enfant, c'est les travaux de Claire Chamberlain, c'est ça, avec son programme Initiative Aide, hein, Oui, c'est depuis ça, c'est ça. 2012, en gros, là, il y a 10 ans de recul à Montréal sur ces questions-là. Ouais. Donc tu t'es inspiré un petit peu. Alors en fait, enfin, en tout cas, ça fonctionne d'abord par constat et après, finalement, moi, je me suis un peu éloignée de ce à quoi pouvait ressembler Le les CAB. cahiers Ouais. de l'équipe de Claire Chamberlain. Mais enfin, voilà, en tout cas, il y avait cette idée déjà, pour que les gens participent, il Oui, faut qu'ils soient à égalité en termes de ressources. Il y avait un deuxième élément qui est un élément plus clinique, mais qui est que la manipulation d'objets euh, est quelque chose qui permet de faire tiers dans la relation et que les choses se passent toujours beaucoup mieux quand on donne aux personnes des objets, bien sûr. des cahiers, des crayons, de la pâte à modeler. Enfin, voilà, je pense que tous les gens qui travaillent sur Oui. le terrain le savent. Des jeux de Euh, cartes, des des jeux images. de cartes, des jeux tout court. Enfin Hmm. voilà, le fait de pouvoir avoir des manipulations instrumentales, c'est quelque chose qui régule le stress extrême et qui permet aussi de décharger sur l'objet et pas sur son interlocuteur, ce qui est quand même un enjeu parce que on sait bien que les parents qui ont leurs enfants placés, au départ, sont souvent en colère et dans l'incompréhension et peuvent aussi avoir des mouvements de rage extrêmement intimidant pour les intervenants. Et donc l'idée, c'était aussi de dire créer des objets pour que les choses puissent se déposer dans l'objet plus que devenir un passage à l'acte au service. Et après, il y avait la question que l'exposition à l'adversité, le fait d'avoir été exposé à la maltraitance, le fait d'avoir des conditions de vie extrêmement difficiles, le fait d'être exposé à la grande pauvreté, ça affecte ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est-à-dire que la dose de stress toxique à laquelle les personnes sont exposées vient fragiliser un certain nombre de processus cognitifs, notamment tout ce qui concerne la planification, arriver à s'organiser dans le temps, prévoir, etc. Tout ce qui concerne la théorie de l'esprit, l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, la capacité à se décentrer de son propre vécu pour comprendre un point de vue différent, tout ce qui concerne le processus d'analyse abstraite Hmm. situation, c'est-à-dire se décoller de ce par quoi on est traversé pour prendre de la hauteur et se dire ah oui mais peut-être que si je faisais différemment alors la conséquence serait que ça se passerait mieux. Voilà, le fait d'être exposé à l'adversité fragilise tout ça et plus vous avez été maltraité, je pense, plus les processus de mentalisation, donc qui font partie de ces fonctions exécutives, sont altérées. Or, sur quoi repose notre système d'intervention de l'enfance? Il repose sur des entretiens verbaux, c'est-à-dire qu'en général, on convoque ou on invite
les parents, l'enfant, le lieu d'accueil dans des instances, des synthèses, une réunion au bureau, ça peut être aussi une visite à domicile, mais en tout cas, ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va s'asseoir et on va parler. C'est ça. Et on va poser des questions. Et on va demander aux personnes qui sont en face de nous, enfants comme adultes, de nous répondre. Et si les personnes sont, je dirais, un peu à côté de la plaque dans leur manière de répondre, ou en difficulté, ou n'ont rien à nous dire, ou disent une chose et puis son contraire, on en tirera des conclusions qui sont souvent des conclusions un peu négatives, c'est-à-dire qu'on va se dire, ah, cette assistante familiale, elle est vraiment pas très consciente des enjeux quand même de développement de l'enfant. Ah, ce parent, il est quand même vraiment très agressif. Voilà. Mais on va rarement proposer aux interlocuteurs autre chose que l'entretien verbal. Or, quand il y a des difficultés en termes de mentalisation, l'entretien verbal est l'exercice le plus difficile, dans lequel, on va dire, la production que les gens vont être en capacité de fournir sera la plus médiocre. Ouais. Et Et du puis coup, le avec très fort... peut-être, je te Oui. coupe, avec peut-être aussi moins d'inscription, parce qu'il faut aussi une capacité Et pas mnémonique, de donc avoir déjà mémorisation. des catégories mentales pour ranger tout ce qui se passe dans cette discussion, et puis pouvoir revenir dessus 3 semaines ou un mois après. Et pour des gens qui sont dans des grandes difficultés, ça s'efface pour beaucoup. Bah oui, C'est ça très très s'efface parce que nébuleux, parce que ça peut pas s'inscrire. c'est difficile de maintenir son attention déjà quand on est sous stress. C'est Si ça. vous avez vécu des événements, je ne sais pas, quand on vient d'apprendre une nouvelle catastrophique, le décès d'un être aimé par exemple, très inquiet pour un de ses enfants. En fait, quand les gens vous parlent, votre attention elle est flottante, c'est-à-dire que vous captez un peu une partie du message, mais votre tête elle est un petit peu ailleurs. Il faut imaginer que pour des parents qui sont exposés à l'adversité, ils ont ce stress particulier à chaque fois qu'ils nous rencontrent, parce que comme en plus on est nous-mêmes des sources de stress, puisqu'on est les opérateurs du placement, on réactive, je dirais, cette incapacité à mettre son attention sur l'enfant, ce dont on est en train de parler, et la mémorisation, effectivement, est très faible, ce qui explique pourquoi il y a des parents qui ont entendu 25 fois le même laïus, et qui, au bout de 25 fois, ça n'a pas fait trace. Mais oui. Ça ne veut pas toujours dire que c'est des parents qui sont en incapacité parentale. Ça peut vouloir dire que le format dans lequel on transmet nous l'information n'est pas adapté aux vulnérabilités spécifiques d'un parent exposé à l'adversité. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à nos formats. Et Donc donc, du coup, tu as effectivement, dans le construit matériel, ouais. voilà. Tu as construit des Ouais. cahiers, c'est ça, hein, formellement, ça se présente sous la forme de différents cahiers qui Ah vont oui, alors permettre tout ce enfin, travail de préparation. c'est assez ordinaire, hein, c'est des cahiers A3, voilà, édités en couleur, mais avec la particularité qu'à l'intérieur des cahiers, en effet, on propose et aux parents. Donc il y a un cahier pour les parents, un cahier pour les enfants, un cahier pour les assistantes et les assistants familiaux, et un cahier pour les équipes en En établissement. établissement, c'est ça. Ça, c'est notre kit de départ pour l'expérimentation. Et puis, dans les années qui viennent, on va créer d'autres cahiers complémentaires. D'abord, s'adapter à différentes tranches d'âge pour les enfants, parce que là, on a un cahier plutôt 6-12 ans. Créer un cahier pour les personnes significatives et les personnes ressources, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, Eh oui, bah, c'est compliqué de les associer si on ne leur donne pas aussi les moyens à elles de penser en amont aux envies, aux aspirations qu'elles peuvent avoir, mais aussi aux limites de l'engagement qu'elles souhaitent avoir. Hein, la grande sœur d'une maman schizophrène, elle peut avoir envie de contribuer pour aider ses neveux et nièces, mais elle n'a pas forcément envie de récupérer sa frangine schizophrène chez elle à temps plein, ni d'avoir les enfants à temps plein, ni de devoir gérer les hospices. Et du coup, si on ne donne pas aussi les moyens aux personnes ressources de mentaliser sur leurs propres possibilités, bah, c'est compliqué de les associer ou on risque d'idéaliser peut-être un peu trop et de les charger aussi oui. de responsabilités qu'ils ne souhaitent pas Mm. avoir. Donc voilà, et de dire qu'effectivement dans ces cahiers, on s'appuie sur des choses plutôt imagées, on a mobilisé des outils, notamment on mobilise les illustrations d'un outil canadien qui s'appelle Moi comme parent. Et donc, on travaille avec Suzanne Lavigueur, qui est la chercheuse qui a piloté la construction de l'outil Moi comme parent.
Et donc, dans tous les cahiers, on va retrouver en fait des vignettes illustratives qui permettent aux enfants, aux parents et aux lieux d'accueil de s'exprimer sur un certain nombre d'items, notamment les qualités de l'enfant, les plaisirs partagés, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, qu'est-ce qu'on aime faire ensemble. Et après, on propose aux parents que le référent de l'aide sociale à l'enfance puisse construire les échanges avec lui à partir du matériel Moi comme parent, qui est un matériel qui a vraiment été créé pour soutenir la communication parent-enfant et la rendre plus fluide et aider véritablement les parents à parler. Parce C'est que ça, c'est pas c'est-à-dire qu'au-delà des 4 cahiers, vous utilisez, vous avez, je sais pas comment on dit, acheté les droits ou enfin, On est en train d'en fait ouais. de travailler l'adaptation française de Hmm. l'outil avec l'équipe canadienne. C'est ça. Et là, la trousse moi comme parent, enfin, c'est beaucoup de matériel. Il y a toute une diversité possible Oui, pour permettre de s'exprimer, quoi. c'est des supports visuels qui ont Ouais. été co-construits par des chercheurs, des chercheuses et 130 parents. Il y a vraiment la contribution des parents et évidemment un état de l'art sur la parentalité. C'est un outil qui existe depuis 2008 et il a été adapté en Italie, donc on a aussi le recul d'adaptation pour un pays européen. Et ça a très bien fonctionné en Italie. Et en gros, l'idée c'est ça, c'est vraiment de dire, en fait, si les parents, enfin, si on veut que les parents puissent nous parler, il faut qu'on donne, nous, des moyens de neutraliser le stress, de faire diminuer les problèmes de mentalisation. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir voir s'il y a un problème de sensibilité parentale, on va pouvoir voir s'il y a effectivement un déficit très important en termes de capacité parentale, on va pouvoir voir si le parent est complètement discordant. Mais tant qu'on n'a pas neutralisé ce biais énorme qui est le fait qu'on ne relationne pas, on ne communique pas d'une façon facilitante avec le parent, en fait, nos évaluations sont biaisées. Oui. Voilà. Et ce qu'on a vu là dans l'expérimentation, c'est par exemple qu'une maman qui était perçue comme étant déficiente intellectuelle par toute l'équipe et qui était vraiment, alors là, considérée comme ayant, enfin, on se disait, oh, cette dame, c'est vraiment l'incapacité parentale Hmm. structurelle, permanente, enfin, de toute façon, elle ne pourra jamais s'occuper des enfants. Eh bien, il y a eu la grande surprise pour l'équipe de voir qu'avec le matériel, moi comme parent, elle était très sensible à son enfant, à ses besoins, tout à fait ajustée à l'âge de son enfant. Elle n'était pas du tout décalée par rapport aux enjeux développementaux de l'âge de son enfant, très lucide sur ce qu'elle sait faire et sur ce qu'elle ne sait pas faire, et avec des vraies aspirations d'être aidée pour ce qu'elle ne sait pas faire. Mais elle était incapable, cette femme, de construire la moindre phrase, parce qu'on en Oui, était oui. là, c'était une maman qui restait inerte et dans les visites médiatisées et dans les rendez-vous. Elle était incapable d'arriver à formuler quelque chose parce que l'inhibition, les difficultés de mentalisation et le stress la paralysaient C'est ça. complètement. Et est-ce que ces cahiers d'analyse, du coup, quand on dit c'est les cahiers, ils appartiennent, je veux dire, vous les gardez pas dans le service. Le Non, cahier de l'assistante familiale, elle repart avec et elle peut, elle, travailler, éventuellement discuter avec l'enfant. Le parent, il repart avec, il peut en discuter avec les personnes de confiance autour d'elle. C'est-à-dire qu'il se passe des choses en dehors de nous, quoi. En dehors des entretiens, on met en route des processus, on active des processus qui font que peut-être à d'autres moments, par effet d'escalier, parce que on y repense un peu après, on en discute avec d'autres. Enfin, l'élaboration, en fait, elle n'a pas lieu que sur le moment de l'interaction avec les professionnels. C'est un peu ça qui est visé, je crois, dans. oui. Ouais. Alors les cahiers, ils appartiennent aux personnes. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent voilà, les mettre à la poubelle, les ranger quelque part, n'en compléter qu'une partie et pas tout. Les montrer au référent ou ne pas souhaiter les montrer au référent, les donner au référent s'ils le souhaitent, parce qu'il peut y avoir aussi des enfants qui souhaitent. Il y a des enfants qui ont voulu absolument que leur cahier soit gardé dans le tiroir de leur référent parce qu'ils ont mis dedans des choses sur ce qui se passait sur le lieu de placement. Et ils ne voulaient Mm. pas que quelqu'un du lieu de placement puisse tomber sur le cahier. Mais voilà, en tout cas, c'est l'enfant pour son cahier, le parent pour son cahier, l'assistante familiale pour son cahier et l'établissement pour son cahier Mm. qui décide
de ce qu'il en fait, comment il le remplit, avec qui. Ce qu'on propose systématiquement dans le cahier enfant et dans le cahier parent, c'est d'être aidé d'une personne de confiance pour compléter le cahier si on le souhaite. Donc dans le cahier parent, on donne les coordonnées de l'association SOS Petit Prince pour que les parents puissent appeler s'ils veulent être appuyés par l'association pour compléter leur cahier. Et on invite aussi à identifier des personnes ressources dans l'environnement en qui les parents ont confiance ou qui comptent pour eux dans leur vie de parents, Mm. et en disant que ces personnes sont vraiment les bienvenues et pour les aider à compléter le cahier et dans les rendez-vous Mm. avec les référents et les référentes. Et en gros, l'ambition, ce serait effectivement d'activer euh, la mentalisation ou l'élaboration secondaire, enfin on appelle ça comme on veut, mais de pouvoir activer ça en dehors de la présence des services C'est ça. socio-éducatifs, Mm. puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on aimerait que les parents arrivent à faire? Ben, on aimerait que les parents arrivent à se centrer sur les besoins de leurs enfants C'est de ça. manière autonome, ou en tout cas arrivent à le faire quand on n'est pas là. Est-ce qu'il y a C'est des la demandes, par exemple, de parents qui diraient, j'ai eu ça récemment là dans un département, on rencontrait une tiers digne de confiance qui trouve que c'est très compliqué cette place-là, parce qu'elle est en tension évidemment avec le père, la mère est morte hein, pour ce jeune-là, mais et elle donc c'est la sœur de la mère défunte, et donc elle est en tension avec le père. Bref, elle dit tiers digne de confiance, c'est très compliqué sur des questions d'autorité parentale où le père continue à avoir de la pression sur l'ado, enfin voilà. Et elle dit comme ça, mais finalement, moi j'aurais besoin de rencontrer d'autres gens qui font comme moi cette fonction-là, tiers digne de confiance. Alors, est-ce que dans ce travail que vous menez, il y a des parents aussi, pourquoi pas, qui disent, mais on aurait besoin de se rencontrer autour de ce cahier, enfin, ou est-ce que des professionnels se disent ça pourrait être utile? Est-ce que ça a débouché sur des choses comme ça ou pas pour l'instant? Alors, je pense que du côté des parents qui sont quand même des parents dans des situations de grande Ouais, vulnérabilité, on n'en est pas là dans l'envie ou le réflexe de socialiser l'expérience, on va dire, et de dire ah je voudrais croiser avec d'autres. Ceci dit, à SOS Petit Prince, où là on a des parents qui ont eu les ressources d'avoir quand même un investissement associatif, eux, par contre, c'est comme ça qu'ils se sont emparés des cahiers, c'est-à-dire qu'ils les ont relus collectivement. Le matériel, moi, comme parent, ils l'ont expérimenté collectivement aussi. Donc moi, les retours d'expérience que j'ai eus par eux, c'était des retours parfois individuels, mais essentiellement collectifs, hmm, notamment sur moi comme parent. Et d'ailleurs, enfin, c'est hyper intéressant ce qu'ils disent, parce que par exemple, moi comme parent, qui est un outil qui est construit pour faciliter la communication entre les professionnels et les parents, il y a plusieurs mamans dans le groupe qui ont dit, mais moi je veux que mes enfants ils fassent le, le jeu, moi comme parent, pour que je sache qu'est-ce que mes enfants veulent que j'améliore. hmm. Bon, c'est quand même hyper intéressant parce que Mais oui, pour le coup, en tant que professionnel, nous, on ne se serait pas autorisé à penser les choses jusque-là, surtout que l'outil n'a pas du tout été créé pour ça, mais c'était très joyeux de voir ces mamans qui disaient, mais moi, je veux que mon enfant, il le fasse aussi, comme ça, on compare, et peut-être que j'ai des difficultés dont je ne me rends pas compte, mais c'est mon enfant qui va savoir le dire. Et oui. là, et là, dans l'évaluation, enfin dans la dimension évaluative en protection de l'enfance, pour moi, on touche l'endroit juste, qui a plus à voir avec un parent qui se connecte aux éprouvés et au vécu et à la compréhension de son enfant et qui veut en tenir compte, Oui. plutôt que d'avoir un prescrit par des professionnels qui dit oui, bon, ce serait mieux de faire ça pour votre enfant, il serait préférable de faire ça, mais où finalement l'enfant n'a pas été entendu Mais oui. et Donc, où on n'en ouais. sait pas grand-chose de ce que l'enfant, lui, souhaiterait C'est vraiment. ça. Donc là, il y a une décentration quand même qui est déjà un signe important, parce que se Oui. décentrer, c'est plein de processus qui sont finalement pas si évidents. Donc il y a quelque chose qui se met au Et, travail, quoi. Donc ça, et qui c'est... sont positifs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce travail de manipulation, d'aller-retour, de pédagogie aussi, parce que du coup, le matériel oblige à développer une pédagogie. Il y a beaucoup de choses autour des besoins fondamentaux de l'enfant quand même dans les cahiers. Donc ça contraint d'une certaine manière
les référents, mais aussi les lieux d'accueil, à pouvoir expliquer, en fait. Ah oui. C'est quoi, pourquoi, en fait, on embête les familles avec les besoins fondamentaux? Parce qu'en fait, il y a un lien entre la réponse aux besoins fondamentaux et le fait de pouvoir se développer manière satisfaisante et que en fait la réponse aux besoins fondamentaux c'est comme le soleil, la bonne terre, les engrais naturels pour qu'une plante elle pousse quoi. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, s'il manque un bout du truc, bah, on sait que la plante elle va avoir de la peine à peut-être donner des fleurs ou elle va avoir de la peine à donner un fruit et voilà. Et du coup de devoir développer cette pédagogie-là et essayer de mettre tout le monde à égalité de compréhension sur des données scientifiques, c'est aussi un chouette objectif. Et là, par contre, pour le coup, les professionnels, et moi j'étais très heureuse de ça, il y a plusieurs équipes. Les professionnels ont dit, mais en fait, il faudrait qu'on démarre par des séances en groupe dans lesquelles on pourrait expliquer déjà aux parents qu'est-ce que nous on attend, pourquoi nous on attend ça, et confronter nos attentes qui viennent du cadre législatif, hein, confronter nos attentes qui sont le prescrit national avec eux, ce qui compte pour eux, pour leurs enfants, et ce qui leur paraît prioritaire, et se parler en groupe de pourquoi peut-être des fois ça frotte. Par exemple, nous, on est absolument, je pense, en tant que professionnels aujourd'hui, vu que les violences éducatives ordinaires, c'est vraiment une source de stress toxique et que donc il faut arrêter de gifler, fesser les enfants. Mais si vous grandissez dans un quartier populaire avec un environnement compliqué, avec beaucoup de délinquance par exemple dans Hum. votre immeuble, euh, à l'inverse, vous pouvez prioriser le fait d'avoir une autorité très forte sur votre enfant parce que vous ne voulez pas qu'il vous échappe et vous allez mobiliser les coûts parce que la rationalisation dit que si vous êtes trop gentille, si vous êtes une maman solo par exemple trop gentille, vous allez vous faire déborder par vos fils quand Ouais. ils vont avoir 12-13 ans et vous ne saurez pas les tenir chez vous. Et donc vous les tapez petits pour qu'ils aient peur de vous et qu'ils obéissent. Et ces rationalités ne sont pas absurdes. Et elles ne sont pas forcément par essence maltraitantes. C'est-à-dire que, elles sont maltraitantes parce que le geste effectivement est une maltraitance et génère du stress toxique. Mais si vous n'avez pas cette information, votre motivation, c'est d'abord une motivation de protection pour Ah oui. éviter que vos enfants ne partent dans le mauvais chemin. Et du coup, c'était chouette parce qu'il y a vraiment, sur les 8 équipes qu'on accompagne, là, il y a vraiment 2 équipes où la question de comment on pouvait transférer, en fait, nos repères légaux et scientifiques aux parents dès le début du placement s'est posée. Et bon, on n'en est pas encore à le mettre en œuvre, mais j'espère que oui, d'ici 2-3 ans, on pourra travailler là-dessus, sur Hum. un premier temps en groupe d'échange et de partage des représentations sur les besoins, le développement. Là, tu as donné un peu quelques exemples de comment ça bouge des choses pour les parents. Je me souviens qu'en en discutant, tu disais aussi que le cahier, notamment pour l'enfant, permettait, hein, il y a des pictos autour de ce que l'enfant peut vivre à la maison, etc. Et que ça faisait surgir ou sortir, en tout cas, un certain nombre de choses auxquelles parfois les équipes sont pas prêtes ou savent pas. Elles t'ont confié finalement dans la formation qu'elles étaient un peu démunies à des moments. Est-ce que tu peux dire un peu comment les enfants s'approprient cette affaire-là, ce que ça leur permet en termes de prise de parole, de processus de subjectivation finalement, d'être en capacité de dire quelque chose de ce qui compte pour eux. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que s'appelle le cahier, ce qui compte pour toi. C'est Oui, tout ça. ce qui Hein. compte Voilà. pour Donc toi. si on peut, puis après après on ira sur la question de ce que ça modifie, comment les collègues travaillent avec ça, ce que ça leur permet, là où ils ont des difficultés. Est-ce que ça fait surgir des besoins de compétences aujourd'hui? On se dit tiens, mais finalement, faut qu'on réoriente aussi notre formation sur des éléments. Mais d'abord les enfants, ce que ça peut-être t'entendre Oui. là-dessus. Alors, dans le cahier des enfants, on a introduit une double page sur les maltraitances qui s'appelle dans la catégorie des trucs pas du tout marrants. Donc, il y a une double page comme ça qui se présente avec une petite explication sur la page de gauche et puis des pictogrammes Oui. sur la page de droite. Alors, suite à l'expérimentation, on a rajouté des pictogrammes, mais là, tu vois, si je zoome un peu, je pense que vous pouvez
encore quelques-uns. Oui, oui, on les voit bien là. La consommation de quelque chose de mauvais, de l'alcool peut-être. On voit des gifles, des bébés secoués, des coups avec un bâton. Voilà. Alors on en a rajouté beaucoup parce que en fait, dans la phase d'expérimentation, on a vraiment eu plein de retours d'expérience là-dessus, y compris d'enfants qui disaient il n'y a pas mes images. Une jeune fille qui a dit mais moi j'étais battue dans le ventre, donc il faut mettre une image pour Donc ça on l'a fait, on a créé le picto parce que du coup on n'a pas réussi à le trouver dans une base de données mais on l'a Hmm. fabriqué. Du coup voilà, on a élargi les pictos, mais l'idée c'était que en fait bien qu'on soit dans des dispositifs de protection de l'enfance qui visent à les protéger des maltraitances, finalement, les maltraitances en tant que telles sont très peu parlées avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants entrent dans le dispositif pour un motif ou pour un autre, que ce soit de l'AEMO, de l'intervention éducative administrative au domicile ou du placement judiciaire ou de l'accueil provisoire. Les enfants rentrent sur un motif, mais finalement, on n'a pas du tout une culture de faire avec les enfants des inventaires de violences subies, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout automatisé le transfert aux enfants d'explications sur toutes les maltraitances qui existent et la possibilité pour eux finalement de nommer tout ce à quoi ils ont pu être exposés ou tout ce à quoi ils sont encore Encore exposés exposé, oui. sur leur lieu d'accueil, parce qu'on peut aussi être confié et continuer d'être exposé à des maltraitances par d'autres jeunes, voilà, par d'autres enfants, par des ados plus vieux au foyer et parfois malheureusement par des professionnels. Mais voilà, on n'a pas cette culture de l'inventaire des violences subies ni de la pédagogie systématique auprès des enfants sur les maltraitances, ce qui est un embarras puisque du coup, notamment les enfants qui sont nombreux à avoir des troubles du comportement, n'identifient pas que leurs troubles du comportement sont en réalité des séquelles de l'exposition à la maltraitance Hmm. et que donc ils n'y sont pour rien, que c'est pas de leur faute, qu'ils sont pas malades, qu'ils sont pas fous, que ça c'est la conséquence normale du fait d'être exposé à des choses interdites, graves et anormales. Voilà, tout ce Hmm. travail-là de mise en sens de la trajectoire d'un enfant qui a été exposé à la maltraitance n'est pas vraiment animé par nos équipes, en tout cas sur notre territoire, c'est pas vraiment le cas. Du coup, cette double page, elle a pour but effectivement de permettre aux enfants d'exprimer, s'ils le souhaitent, euh, des difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur famille ou sur leur lieu de placement à partir des pictogrammes. Donc ça reste assez doux, on va dire. Voilà, ce qu'on dit dans le cahier, c'est beaucoup d'enfants ne peuvent pas vivre avec leurs parents. Tu n'es pas seul dans cette situation. On peut vivre en foyer ou en famille d'accueil parce qu'on n'a plus ses parents de naissance. Ils peuvent être morts ou ils peuvent être partis. On peut vivre en foyer ou en famille d'accueil parce qu'il y avait des gros problèmes à la maison. De la violence de la part des adultes, des coups, des gestes qui font mal, des insultes, des cris, des agressions sexuelles ou de la négligence, c'est quand les parents n'arrivent pas à s'occuper suffisamment de leurs enfants. Ça peut être parce que les adultes boivent trop d'alcool ou prennent des drogues. Ça peut être parce que les parents ont été maltraités quand ils étaient petits et ils ne savent pas comment faire avec des enfants. Ça peut être enfin parce que les parents sont malades et n'ont plus assez de force pour s'occuper des enfants tous les jours. Ce n'est jamais la faute des enfants. Sais-tu pourquoi tu es placé en famille d'accueil ou en foyer? Oui, non, je ne sais pas trop. Donc on laisse la possibilité à l'enfant de dire voilà ce qu'il en comprend. Si tu ne sais pas trop, tu peux demander à un de tes anges gardiens ou à ta référente de t'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi tu n'as pas pu rester auprès de tes parents. Les anges gardiens, c'est les personnes significatives pour l'enfant. Au début du cahier, on leur Hmm. propose d'identifier à partir de vignettes de situations problèmes qui seraient les anges gardiens qui viendraient les sauver, les protéger, les consoler dans des situations pareilles. Et ensuite, il y a un carré qui dit veux-tu qu'une personne en qui tu as confiance t'explique les raisons de ton placement? Oui, non. C'est-à-dire qu'on était attentif à respecter les défenses post-traumatiques que peuvent avoir certains enfants et de dire qu'il y a des contextes et des moments de vie dans lesquels ce n'est pas le moment pour les enfants
entendre une mise en récit des maltraitances auxquelles ils ont été exposés parce que leur niveau d'insécurité est encore trop fort. Donc voilà, c'était aussi pouvoir donner la possibilité aux enfants de consentir aux échanges, parce que c'est quelque chose là aussi qu'avec les enfants on fait finalement peu, c'est-à-dire qu'on peut à la fois les priver de la pédagogie sur les maltraitances et en même temps leur raconter pourquoi ils ont été placés sans qu'ils aient consenti vraiment à dire oui c'est le bon moment pour moi, c'est aujourd'hui que j'ai envie d'entendre cette histoire et c'est avec toi. Parfois c'est un peu aussi ça se passe parce que ça se passe, on a décidé qu'il fallait le dire, mais finalement est-ce que l'enfant lui a été dans l'autodétermination sur avec qui, comment, dans quel contexte, quel moment, pas forcément. Et ensuite, il y a les pictos, et donc on dit voici différentes images qui racontent les difficultés que peut avoir un enfant dans sa famille. Tu peux cocher les images qui te font penser à ta situation ou dessiner autre chose. Et pour parler de la réaction des 68 enfants, du coup, expérimenter le cahier, eh bien, tout existe. Il y a certains enfants pour lesquels... Donc cette double page, elle est page 16-17 dans un cahier qui fait 23 pages. Donc on est à peu près au milieu, quoi, de tiers. Il y a des enfants, quand ils ouvrent la double page, ils voient les pictos, ils lisent même pas le texte, ils ferment le cahier, ils rendent le cahier à leur ASFAM ou à leur personne de confiance et ils disent je veux plus voir ce cahier, c'est fini, j'en veux plus, ça m'intéresse pas. Qui permettent de mesurer l'intensité du stress post-traumatique et des conduites d'évitement, enfin ce qu'on appelle les conduites d'évitement, c'est-à-dire que même l'évocation, rien que par une image entrevue dans une double page de la maltraitance, est complètement fermer l'accès et la possibilité de penser. C'est fort utile dans un PPE parce que ça veut dire que si un enfant il en est là, c'est-à-dire que c'est même pas soutenable pour lui de voir évoquer la question des violences, même je dirais par procuration, ça veut donc dire que dans la stratégie d'accompagnement qu'on va lui proposer, il faut qu'on tienne compte de cette très grande insécurité et qu'il faut se baser il y a une pyramide des besoins des enfants traumatisés qui existe. On dit que quand les enfants sont vraiment pas en possibilité, ne serait-ce que de commencer à regarder la situation, tout le travail doit être fait sur les liens affectifs avec les personnes du quotidien. Donc forcément, un enfant qui plie son cahier comme ça, qui dit je veux pas, enfin c'est fini, moi je veux plus voir le cahier, ça veut dire que tout l'enjeu du projet, c'est qui va l'aimer. Qui va l'aimer dans la vie de tous les jours, qui va être à ses côtés pour être sécurisant, aimant, affectueux, patient, constant. Et le PPE, j'ai envie de dire que voilà, il va falloir qu'il repose sur ça et comment on va aider cette personne à tenir aussi. Parce que en général, ceux qui ferment le cahier et qui ne veulent pas voir les pictos, c'est ceux qui ont évidemment le plus de troubles du comportement, de mouvements d'agressivité, de mouvements de destructivité, parce que c'est ceux qui sont le plus pris dans le trauma. Je me permets de souligner, en entendant ces exemples, Caroline, combien tu disais que tu avais assis ton travail là sur les questions cliniques, scientifiques et de participation. Hein, tu as parlé aussi d'autodétermination. Je trouve que ces exemples, ils montrent vraiment comment, à partir de ces outils-là, parce qu'on peut avoir un peu, dans notre secteur, on peut avoir une méfiance à l'égard des outils, comme s'il fallait avoir comme si ça supplantait la parole, et qu'au contraire, c'est vraiment un travail de clinicien là, enfin, ça n'élimine pas, au contraire, je trouve que ça permet de mettre au cœur du travail des dimensions cliniques extrêmement fines et importantes, quoi. Enfin, je trouve que c'est à souligner aussi. Cette question-là. Et on n'a pas encore parlé du document PPE. On voit bien comment c'est la question de médiation. Dans le travail préliminaire, en fait. C'est-à-dire le PPE, c'est tout un processus et il faut une phase d'analyse de qualité avec chacun des protagonistes pour ensuite formaliser un plan d'action qui sert à quelque chose. Parce que s'il n'y a pas d'analyse, on sait bien que si on ne réfléchit pas, et qu'on pose des objectifs comme ça un peu rapidement, on sait qu'en général, il ne va pas se passer grand-chose, on n'y arrivera pas, ou les objectifs vont être trop ambitieux, ou bien les gens ne vont pas se motiver pour le faire. Donc là, on est encore dans la phase d'analyse. Et juste pour les réactions des enfants, dire que, je le dis parce que j'y tiens beaucoup, c'est un sujet qui, je pense, à titre personnel, me touche, parce que j'ai tellement vu mes patients, quand j'étais en pédopsychiatrie,
Et avant ça, à la PJJ, mais à la PJJ, c'était plus difficile parce qu'il y avait le regard judiciaire et donc les enfants et les adolescents font très attention et se surveillent beaucoup. Mais en pédopsychiatrie, j'ai tellement vu mes patients enfants être accompagnés dans le travail qu'on faisait ensemble à dire les maltraitances et ne pas être entendus, mais d'une manière quasi stupéfiante. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu, moi, des enfants de 7-8 ans qui apprenaient à mettre des mots sur ce qu'ils vivaient à la maison et arrivaient à se soutenir dans des espaces de thérapie socio-familiale avec plein d'adultes autour. Dire, bah si, la nuit, il boit et il m'emmène et on va chez des gens, ils ont tous bu et après ils se mettent nus et ils font l'amour. Voilà, moi j'ai des patients qui à 8-9 ans ont appris à mettre des mots sur ça et que en face les adultes étaient sidérés et qu'en fait il n'y avait pas de réponse. Hmm. C'est-à-dire que de la véritable parole auto-générée des enfants sur les maltraitances qu'ils subissent, on ne sait pas trop bien comment faire derrière nous les adultes, quoi. C'est-à-dire que on sait comment faire quand c'est l'école qui s'inquiète pour un enfant, on sait comment faire quand c'est le médecin qui s'inquiète pour un enfant, quand c'est la pédiatrie qui s'inquiète pour un enfant, quand c'est une crèche qui s'inquiète pour un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on sait faire, c'est travailler avec la parole des adultes sur les maltraitances. Mais quand c'est un enfant qui, lui, se soutient de sa propre subjectivité pour dire je veux que ça s'arrête parce que j'ai très peur et ça me dégoûte et c'est dégoûtant, et que ça vient de lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a pris la force de se décider à le dire, les adultes, on n'est pas si à l'aise et je pense que c'est quelque chose d'important dans un dispositif de protection de l'enfance de se mettre au travail là-dessus. Et donc on a aussi des enfants qui, dans cette double page, ont coché des maltraitances que personne n'avait identifiées. Donc sur les 68 enfants, on doit en avoir 8 ou 9 qui ont identifié des maltraitances que personne n'avait documentées, ni dans l'IP, ni dans la MJE, ni dans les rencontres avec les parents, dont des violences sexuelles, pour Hmm. filles en particulier. Et on a un enfant qui a coché toutes les cases, Ouh. sans exception, en mettant le nom de l'agresseur et le lieu où ça s'était passé en dessous de chaque vignette. Ouh. Et du coup, voilà, c'est pour dire quand même qu'un enseignement de cette formation action, c'est vraiment que manifestement, pour les enfants qui ne sont pas complètement dissociés par l'expérience traumatique et qui peuvent encore accéder à leur processus de mentalisation, ça change quelque chose de donner ce matériel en fait. Hmm. Parce que c'est des enfants qui n'avaient rien dit avant. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a un, il y en a un, il a 15 ans, il est placé depuis qu'il a 9 ans. Je veux dire, il n'avait jamais dit il y a des viols de la part d'un oncle, des maltraitances physiques de la part des grands-parents, Hmm. de l'exposition à de la violence conjugale chez la tante et l'oncle. Enfin, il y a plein de choses en fait dont il n'avait jamais parlé à personne. Ouais, ouais. Caroline, c'est passionnant. J'ai encore quelques petites questions et puis je pense qu'il faut pas qu'on soit trop long après parce que les collègues là sont en amphi et sans doute ont envie de pouvoir réagir. Alors on ne pourra pas te poser des questions, mais je voudrais du coup, alors ça montre hein, certainement que du coup ce processus de formation-action permet d'identifier des nouveaux sujets, notamment de formation pour les collègues, hein, c'est-à-dire d'aller plus loin sur la question du traumatisme, de la parole de l'enfant. Donc ça permet certainement d'identifier des plans de formation à venir. J'aimerais t'entendre parler un peu justement des retours des équipes, Oui. voilà. Comment elles se saisissent de ce travail-là, ce qu'elles en disent, ce que ça leur permet, justement ce qu'elles expriment à la fois avec quoi elles sont à l'aise, puis peut-être de quoi elles auraient besoin encore pour pouvoir continuer à avancer. Et quand je dis les équipes, je vais inclure évidemment la contribution spécifique des assistantes familiales, hein, parce que si Taquel l'a rappelé en 2022, que les assistantes familiales faisaient partie entièrement de l'équipe, il ne fait que rappeler finalement un arrêté de mars 2006
au moment de la réforme du diplôme d'état des assistantes familiales, qui est très très clair et qui est quasiment à trois mots près la même chose que ce que dit Taquet. C'est-à-dire que c'est pas nouveau, mais en tout cas on est toujours en train de le redécouvrir. Donc voilà, parlez peut-être un peu de comment les collègues référents, enfin, ce que ça bouge et comment ils s'en saisissent. Et puis spécifiquement peut-être les ASFAM qui sont pas toujours très à l'aise, certaines en tout cas, pour être présentes dans ces instances où on va discuter, comment le fait d'avoir eu un cahier leur permet d'y venir, et puis surtout d'avoir eu là un travail préparatoire qui est souvent très fin, parce qu'il est dans plein de moments du quotidien avec l'enfant, et que ces moments du quotidien, qui peuvent être la fin de journée, le début de nuit, l'endormissement, enfin des choses auxquelles nous, professionnels, on a très peu accès, comment ça permet peut-être des choses particulières, quoi. Euh, alors, donc la formation action, elle se déroule depuis le mois de mars auprès de 8 équipes ASE. Dans chaque équipe, on a demandé aux référents de sélectionner un enfant auprès duquel expérimenter le matériel. Et du coup, dès que cet enfant était chez un assistant familial, on a associé l'assistant familial à la formation. Donc, on a des groupes qui mélangent référents, assistants familiaux, psychologues ASE, chef de service ASE et responsable territorial de l'aide sociale à l'enfance, plus quelques groupes dans lesquels on a des éducateurs de jeunes enfants, puisque notre département a fait le choix d'avoir des éducateurs de jeunes enfants dans les équipes de l'aide sociale à l'enfance. Euh, le premier enseignement quand même de cette expérience, c'est que les assistants familiaux sont, je sais pas comment dire, ils sont tellement meilleurs cliniquement. Enfin, je veux dire, je pense que en fait, la formation, c'est tout. Enfin, il n'y a pas eu du tout de difficulté dans le fait d'être ensemble en mélangeant référents à femmes, parce que comme on était sur du matériel qui est effectivement très clinique et qui est très, très, très bas seuil, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des toutes petites choses de la vie de tous les jours, tes petites routines, tes petits rituels, qu'est-ce qui te fait te sentir bien en dedans? Enfin voilà, on est vraiment là-dedans, hein, on est dans quand est-ce qu'il fait soleil dans ton cœur, c'est quoi les choses que tu aimes le plus faire, avec qui tu aimes le mieux les faire. Bah, forcément, enfin, sur ces questions-là, les Oui. ASFAM, ils ont 15 longueurs d'avance, quoi. C'est-à-dire, ils vivent avec les enfants, donc ils savent quasiment tout de ce qui rend les enfants contents, de ce qui les chiffonne, de ce qui les froisse, et de ce qui les insécurise, de ce qui les dissocie. Et en fait, les assistants familiaux, ils sont hyper importants dans le dispositif parce que ils emmènent vraiment la réflexion dans la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, voilà, quand on pose la question de c'est quoi les petites routines qui te rassurent, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait sentir du soleil dans ton cœur, l'enfant il dit des choses dans son cahier, l'assistant familial il dit des choses aussi lui dans son cahier, et ce que dit l'assistant familial est toujours juste et vrai, c'est-à-dire que l'assistant familial raconte ce qu'il voit à la maison. Euh, et il raconte avec une telle finesse clinique, avec tellement de complexité, avec des questions. Les questions des assistants familiaux sont extraordinaires. Ils disent oui, mais elle a mis que ce qui l'a rassurée, c'était d'avoir son père au téléphone. Mais en fait, quand elle le demande, elle est dans des états vraiment bizarres. Même son visage change de forme et ses yeux changent de couleur. Du coup, est-ce que je dois vraiment, quand elle met ça dans son cahier, penser qu'il faut qu'elle appelle plus son père et proposer moi aussi qu'il faut qu'elle appelle plus son père? Ou est-ce qu'il faut que je l'aide, au contraire dans le projet, à comprendre que ce besoin d'avoir son père au téléphone, il est lié à sa peur? Enfin, je veux dire, quand on est à ce niveau-là de questionnement dans une équipe ASE avec Ouais. voilà, les gens qui enveloppent l'enfant, c'est super, on est au bon endroit, quoi. Donc, Hmm. en tout cas, voilà, la présence des assistants familiaux, fantastique. Sur le psychotrauma, parce que du coup, c'est quand même une formation action et un matériel qui nécessite de bien actualiser ses connaissances aussi sur le trauma développemental. Les assistants familiaux sont absolument ressources, parce que même s'ils n'ont pas la il y en a déjà qui ont hyper bien actualisé leurs connaissances scientifiques, qui se sont auto-formés et qui ont tout compris sur le trauma développemental. Mais il y en a, même s'ils n'ont pas les mots scientifiques, ils ont la connaissance clinique, notamment ceux qui ont des gamins chez eux depuis plus de 10 ans. Ils connaissent très très finement ce que c'est que les déclencheurs post-traumatiques, ce que c'est que les conduites dissociantes, c'est-à-dire enfin, c'est le savoir Ah oui. expérientiel
d'une vie partagée qui opère, quoi. Et donc, c'est une démonstration naturelle et sans effort de la grande qualité des connaissances des assistants familiaux. Et je crois que la formation s'est suffit à elle-même, c'est-à-dire personne n'a eu besoin de commenter ça. Et les référents, les référentes se sont très naturellement appuyés Eh oui. sur ce que les ASFAM amenaient comme analyse. On est complètement sorti dans l'expérimentation. Je ne sais pas si ça marchera sur une situation, mais dans l'expérimentation, on est complètement sorti du côté le service ASE vous demande de veiller à ceci, le service ASE aimerait bien que vous fassiez. On est complètement sorti de C'est ça. bien, oui, oui. Se faire ensemble, ça suppose que derrière, on a aussi à apprendre à se former ensemble, quoi. Ça me paraît, de même, enfin, qu'il y ait une formation spécifique pour les assistantes familiales, c'est pas un souci, mais qu'à un moment donné, du côté de la formation continue, on soit tous ensemble, ça me paraît absolument indiscutable, quoi, comme nécessité. On va essayer d'intégrer aussi des éduques de foyer. Là, Mais oui. pour la première année, on ne pouvait pas parce qu'on était contraint par des dispositions qui nous obligeaient à avoir que des salariés à l'interne, puisque chez nous, les ASFAM sont nos collègues salariés du département. Voilà, la même institution, mais on va essayer de travailler l'an prochain pour que ça puisse être interinstitutionnel et que les éducateurs aussi en max puissent être les moniteurs, éducateurs ou maîtresses de maison puissent être avec nous. Parce que vraiment, ce qui rend possible la formation, vraiment j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas transférer cette méthode s'il n'y a pas, dans les temps de formation, les adultes qui vivent au quotidien. Oui. Qui sont dans le soin, le prendre soin le plus quotidien. Non, on repart sur les catégories, je dirais, administratives qui sont utiles, hein, mais qui ne permettent pas de descendre. Enfin, on descend sur les plans d'action, on descend à des choses toutes petites. Je peux vous donner un exemple. Il y a une petite fille, le premier truc de son plan d'action, c'est organiser une soirée pyjama avec ses copines l'après-midi, parce qu'en fait, elle a 5 ans. Donc évidemment, elle n'a pas l'âge encore que les autres parents autorisent les copines à dormir. Mais donc voilà, le premier axe de son plan d'action PPE, c'est organiser une soirée pyjama de 14h à 16h avec ses 3 copines de la grande section. Bon voilà, on descend à un endroit tout petit. Ah oui, mais essentiel pour elle. C'est ça. Ouais, c'est ce qui est important pour moi. Soudain, ça l'est devenu pour d'autres. Je peux faire confiance au monde adulte. Alors, c'est pas mal quand même. C'est ça. Il y a un petit garçon aussi. En fait, il est placé depuis 3 ans. Il a été placé tout petit, donc je crois qu'il doit avoir pareil 6 ans. 6, 7 peut-être. Il a des gros troubles. Enfin, il est dans le retrait relationnel très fortement. Enfin, c'est un bébé qui a été vraiment gravement maltraité et exposé à beaucoup de stress toxique in utero. Donc il a vraiment un retrait relationnel extrême. Et il y a un paradoxe quand les enfants... C'est-à-dire que plus les enfants sont dans le retrait, moins quand ils proposent un truc, on les entend. C'est-à-dire que c'est des mouvements... En fait, le retrait, il est symétrique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre au quotidien avec un enfant qui est dans le retrait et vous restez super engagé dans la relation. Et donc, dans cette phase d'analyse, on découvre que cet enfant veut aller à la piscine. Donc, ça prend beaucoup de place dans les plaisirs partagés. Et il veut aller à la piscine avec tout le monde. Avec sa mère, avec son père, avec ses frères et sœurs, avec son assistante familiale. Il veut vraiment aller à la piscine. Et là, la femme, elle dit, mais en fait, c'est vrai que depuis qu'il est chez moi, qu'il s'est parlé, il réclame la piscine. Elle dit, et je m'en étais pas... Elle dit, bah, maintenant que je vois le... Bah oui. Elle dit, il demande tout le temps. C'est vrai. Mais comme c'est un enfant qui est dans un retrait très profond et qui ne veut jamais trop de contact, ni trop d'activité avec les autres, rien, en fait, quand il dit je veux aller à la piscine, ça tombe, c'est pas, voilà, ça fait pas sens, quoi. Et donc, dans son PPE, pareil, plan d'action. Donc, aller à la piscine. Donc, lui, il va à la piscine dans tous les sens, le lundi, le mardi. C'est-à-dire que c'est la piscine avec son as-femme, la piscine avec ses copains, frères, garçons. Bon. Ouais, c'est enthousiasmant d'entendre tout ça. Dis-moi, on est bientôt à 1 heure d'entretien. Oui, j'ai pas dit les retours des professionnels, mais voilà, peut-être je peux juste lire des verbatims. Il me semble que c'est juste de dire ce que disent quand même les professionnels, parce que moi,
Je suis évidemment à fond dans ce que je porte, mais c'est pas si simple quand même dans la mise en œuvre. Donc il y a trois grands sujets en fait dans les retours d'expérience des professionnels. Le premier sujet, c'est que la méthode fait sens pour les professionnels. C'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire Oui, qu'il y a vraiment sur les 113 professionnels qui participent, tout le monde adhère. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est chouette de travailler comme ça. Donc les verbatims, c'est la méthode propose une méthodologie d'intervention en ASE et permet une meilleure écoute de l'enfant. On se recentre sur la parole, les besoins et la temporalité de l'enfant. Les supports facilitent la mise en lien entre ASFAM, parents et référents autour des besoins de l'enfant. C'est riche comme expérience dans les échanges qu'on a entre nous et avec les personnes. Les supports sont un levier pour aborder des sujets concrets et permettent d'affiner les choses. La méthode pousse à trouver des outils pour les enfants et rend l'accompagnement dynamique. Le support est complet, balaye l'ensemble des sujets. La méthode est attrayante, images, cahiers. On rend acteurs les parents et les enfants. Là, c'est la première dimension où il y a une forte adhésion à la méthode et à ses intentions même. Après, le deuxième gros retour d'expérience, c'est que ça bouscule les pratiques et que c'est pas évident. Alors que la méthode, alors les verbatims à nouveau, c'est la méthode implique un changement de posture professionnelle. La méthode offre de l'autonomie aux usagers et fait émerger des éléments subjectifs qui surprennent. On sort des projections des professionnels. Mais du coup, on se rend compte aussi qu'on avait des projections. Donc c'est difficile quand même dans l'expérience de ça, de dire bah, ok, donc là c'était vraiment moi qui en fait projetais sur des gens quelque chose et c'est pas ça. C'est pas simple hein, de se confronter à ça. Ça donne une chance supplémentaire aux parents, ça oblige à les considérer. On ressent un décalage très fort entre les ambitions de la méthode et la réalité du terrain en termes de manque de moyens, de manque de place. Et c'est difficile à vivre, et ça je pense qu'il faut le mesurer, c'est-à-dire que d'être aussi euh, attentionné, on va dire, dans ce qu'on a envie de prendre en mais considération de la oui. participation de chacun dans des contextes où des fois on n'a juste tout simplement pas de lieu de placement à proposer. Ça fait vivre des espèces de tensions internes. La mise en place de la méthode est complexe car on ne prend plus les choses par le même bout, on inverse complètement la logique puisqu'on part en fait de l'analyse de l'enfant lui-même, de l'analyse du lieu d'accueil et de l'analyse des parents qui peuvent être à un tout autre endroit que ce que le service pense et où il s'agit quand même de tricoter à partir de ça avec le plus d'autodétermination possible dès lors qu'il y a des capacités parentales. Donc ça, c'est quand même très déstabilisant en termes de logique d'action, puisqu'avant, on avait plutôt tendance à dire aux parents, bah, ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça, faudrait quand même avancer là-dessus. Et en gros, on évaluait les parents sur leur capacité à nous obéir. Enfin, je caricature en disant ça, mais je veux dire, il y avait une dimension un petit peu comme ça, quoi. Nous, on pense, on sait la protection par le statut. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau qui fait que sur les 68 situations, on en a aussi 20 ça aboutit à saisir la CESEC et qui est Ouais. donnée la protection par le statut. Donc, D'accord. voilà, ça rend les choses très dynamiques sur le plan de l'évolution du Mm. projet dans un sens ou dans l'autre. Il y a d'autres situations sur lesquelles on va sur un élargissement des droits, hein, Oui, mais oui. il y a peu Mais de du coup, c'est plus situations tranchant d'une certaine oui, façon. On utilise franchement. peut-être plus l'ensemble de la palette, y compris celle qui coupe ou qui sépare quand même un peu, protège vraiment par rapport à l'autorité parentale. Et puis d'autres endroits où il y a des ouvertures qui sont possibles. Donc il y a quelque chose de peut-être plus tranchant, enfin je le dirais comme ça, quoi, ou décisif. C'est intéressant d'entendre ça. Mm. Et le dernier retour d'expérience sur la phase d'analyse, c'est que ça prend du temps, c'est-à-dire que le fait de mobiliser tout ce travail d'analyse partagé, particulièrement de mobiliser l'outil moi comme parent avec les détenteurs de l'autorité parentale, ça prend du temps puisqu'on a donc demandé à chaque référent de noter le nombre d'heures. Et donc on est entre 2 heures et 8 heures de travail pour soutenir la participation de l'enfant, selon que l'enfant veuille faire son cahier ou non avec le référent ou qu'il veuille le Mm. faire avec quelqu'un d'autre. Et on est à 10 heures d'intervention par parent
pour la phase de soutien aux échanges à partir du cahier, la mobilisation des cartes moi comme parent. Et ensuite, on est à 5 heures de travail pour formaliser le plan d'action, puisque là, on ne va pas forcément réunir tout le monde, ça va parfois. Donc évidemment, c'est pas compatible avec un nombre important de situations en référence. Pour que ça tienne vraiment pour tous les enfants chaque année, il faudrait que chaque référent ait 16 enfants en référence. Je ne sais pas comment c'est dans la Loire, mais voilà, chez nous, on est plus près de 35. Donc, on sait qu'on va probablement... personne ne veut dégrader la méthode. Une option aurait été de réduire la méthode. Bien sûr. Personne ne veut la dégrader. Donc, on est plutôt parti sur l'idée qu'on va essayer de continuer d'expérimenter sur des situations entrantes au bout d'un an. Parce qu'il faut quand même connaître un petit peu les enfants, il faut que le lieu d'accueil connaisse un peu l'enfant, il faut que l'enfant il ait un peu posé ses valises quand même aussi chez quelqu'un pour pouvoir faire son cahier. Donc on se dit voilà, on va essayer de continuer d'expérimenter sur l'entrant auprès des 6-12 ans, puisque notre cahier pour le moment il est plutôt adapté aux 6-12 ans et qu'on doit encore créer le cahier ado et le cahier tout petit. Et du coup, voilà, dans la première année de placement, d'un an de placement, de pouvoir mobiliser cette méthode et puis après on verra, quoi. Très bien. Bah écoute, je pense que je vais te remercier là. J'aurais encore plein de questions. J'imagine les collègues aussi. Mais voilà, si tu as un mot de conclusion ou si tu estimes que là c'était ton mot de conclusion. On est encore en train d'expérimenter, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une méthode transférable aujourd'hui, sans quoi évidemment on serait ravis de vous simplement de vous mettre à disposition le kit, les cahiers, le livret pédagogique et puis de pouvoir passer, je sais pas, une journée avec les collègues qui pilotent le dossier PPE dans la Loire pour transférer la méthode, mais on n'en est pas là. Et donc, il nous faut encore, on a envisagé encore une année de travail pour vraiment bien stabiliser la méthode. Et ensuite, on souhaite pouvoir soumettre la méthode à une validation scientifique. On étudie les possibilités pour nous d'avoir des chercheurs et des chercheuses qui viennent véritablement comparer ce que ça change d'utiliser cette méthode ou de ne pas l'utiliser. Donc voilà, je dirais que avant d'envisager le partage vraiment de quelque chose de sûr et de fiable, il faut bien un an ou deux de poursuite des expérimentations. Cette année, on travaillait avec 8 équipes. L'année prochaine, on va travailler avec 13 équipes, donc 13 autres équipes. Donc voilà, on étend les phases de formation-action et le matériel va s'améliorer au fil de l'eau avec ça. Et après, de dire que sur l'étape de formalisation, on est encore en train de se poser plein de questions. Enfin voilà, à chaque fois qu'on avance d'un pas, on rentre dans de la complexité. Et oui, et on voit on affine les questions et il y en a des défis, nouvelles. voilà. Eh oui, Il y a bien sûr. vraiment des défis. Il faut aussi qu'on retravaille avec des enfants sur le matériel en tant que tel, parce que autant on a des parents d'enfants placés qui ont contribué, autant les enfants pour le moment assez peu, et ça compte beaucoup dans la démarche que les enfants révisent le matériel collectivement. Donc on va s'appuyer sur la commission participation de notre PPE, mais en même temps, comme on ne veut pas instrumentaliser la commission, on va d'abord laisser les enfants travailler sur ce que eux veulent voir et pas leur mettre leur grappin dessus pour dire maintenant validez-nous nos trucs à nous. Donc tout ça va prendre du temps, mais par contre moi je suis à disposition évidemment des collègues qui voudraient, voilà, des collègues chargés de mission ou chefs de projet qui voudraient en savoir plus ou venir nous rendre visite. Les portes sont très ouvertes à accueillir des collègues. Bon, vraiment merci Caroline, tu nous ouvres énormément de portes de pistes et d'idées. Je pense que ça résonne beaucoup. Donc merci, au plaisir de te retrouver alors. Au revoir. À bientôt.